Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente sans tarder. Je suis Isabelle Marchand, professeure en travail social à l'UQO au campus de Saint-Jérôme et j'ai le plaisir d'être votre animatrice pour cette heure de dîner et de lancement avec vous et un ensemble de collègues. Alors, je rappelle brièvement que le lancement est organisé par l'Axe politique et pratique sociale du Centre de recherche et des innovations sociales, donc le CRISE, et aussi à titre d'information que le présent lancement, là, il est enregistré pour diffusion. Donc, l'enregistrement va être disponible là, dans les prochaines semaines sur le site web du CRISE. Donc, je vous demanderai pour éviter l'interférence jusqu'au moment de votre prise de parole, de garder vos micros fermés, s'il vous plaît. Et si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, là, puisque c'est enregistré, donc de seulement fermer vos caméras ou poser vos questions aussi dans le fil de discussion, le cas échéant. Donc, on a quelques minutes, là, un petit peu de retard, comme dans tous bons événements. Alors, je vous rappelle le déroulement du lancement qui se fait en 2 temps aujourd'hui. Donc, on a diverses personnes là, qui vont venir à tour de rôle vous adresser un petit mot quant à la rédaction de cet ouvrage et vous mettre l'eau à la bouche là, sur quelques contenus aussi qui est présent dans l'ouvrage. Et dans un deuxième temps, il va y avoir un échange là, avec le public en ligne et aussi en présentiel parce que l'événement, bien sûr, il est hybride. Donc, sans plus tarder, je vais présenter là, rapidement les personnes qui vont s'enchaîner à tour de rôle dans les prises de parole. Donc, dans un premier temps, on va avoir 3 personnes invitées là, qui prendront la parole. On attend notamment Annie Camus, on va voir si elle a pu se joindre, qui est directrice adjointe du CRISE. Je suis là, je suis arrivée. Ça y est. Parfait, super Annie. Je te donne la parole dans 30 secondes. Alors, directrice, elle va nous adresser un mot, en fait, en l'absence du directeur du CRISE, Sylvain Lefebvre, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Donc, sa présentation, Annie, va être rapidement suivie de celle de Caroline Grimard, co-directrice de la collection Problèmes sociaux et interventions sociales au PUC, ainsi que de celle de Mme Labrie et de M. Malenfant, qui sont nos invités d'honneur et qui nous ont donc fait l'honneur de signer la préface de cet ouvrage collectif. Donc, dans un deuxième temps, il va y avoir quelques auteurs et autrices qui ont signé certains chapitres de l'ouvrage qui prendront la parole afin de nous donner en fait un aperçu là, de certains contenus et aviver notre curiosité là, sur les différentes réalités de l'intervention sociale qui ont été documentées dans la pandémie via cet ouvrage. Donc, avant de céder la parole à Annie, je vais rappeler à tout le monde que vous avez un maximum de 5 minutes de temps de parole. Donc, je vous demanderai de respecter cette consigne puisque nous étions serrés dans le temps et là, d'autant plus qu'on a pris du retard. Donc, pour faciliter le tout, je vais, à l'aide de la petite main jaune, je vais lever la main quand ça va faire 4 minutes 30 que vous parlez. Donc, à ce moment-là, il va vous rester une trentaine de secondes pour conclure votre intervention. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Annie Camus. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Désolée de vous avoir donné une petite frousse. J'ai eu quelques soucis de mon côté. Et donc, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici. D'abord, donc, me présenter au nom du Centre de recherche sur les innovations sociales, donc le CRISE, où je suis directrice adjointe, en l'absence de Sylvain Lefebvre, qui est le directeur qui ne pouvait pas être là. Donc, le CRISE, peut-être une brève présentation, centre de recherche qui compte maintenant plus de 35 ans d'existence autour des innovations sociales, une cinquantaine de membres réguliers répartis dans 10 pôles universitaires et aussi issus plus d'une dizaine, en fait, de disciplines académiques. Donc, c'est vraiment un grand vaisseau amiral de l'innovation sociale en termes de recherche. Et en fait, une programmation, alors on est reconnu à titre de regroupement stratégique par le Fonds québécois de la recherche, société, culture. Et dans le cadre donc de ce dernier renouvellement, ça nous a permis de travailler, de réfléchir à une nouvelle projection du Centre
centre de recherche et de ses orientations, je dirais, justement scientifiques. Et donc, de se concentrer autour un peu de l'innovation sociale, mise à l'épreuve de la justice sociale, de la justice environnementale et de la justice épistémique. Et donc, c'est à ce titre-là aussi, je pense que ça a été vraiment intéressant, l'ouvrage qui est lancé aujourd'hui. Et donc, plus spécifiquement, en fait, moi, je vais vous parler aussi un peu d'un des chapitres qui a été écrit par et pour et avec. Donc, on est aussi avec un chapitre, je pense, qui correspond bien à ce qu'est le crise en termes de comment on fait de la recherche, et c'est-à-dire on la fait souvent très, très près des milieux de pratique, pour ne pas dire carrément autour de recherche partenariale, de recherche-intervention, de recherche-action. Donc, de façon effectivement à ce que les savoirs académiques puissent appuyer et mettre en lumière aussi les savoirs qui ne sont pas académiques, qui sont ceux des praticiens. Et donc, dans cet esprit, je dirais, de justice épistémique. Et donc, moi, j'ai eu le grand privilège, en fait, de faire partie du comité d'encadrement dès le début, dès la fondation, en fait, de ce qui est aujourd'hui l'Observatoire de l'action communautaire autonome. Et c'est tout ensemble, en fait, donc, à la fois des praticiennes qui étaient au centre du comité d'encadrement et moi, on a collectivement, donc, pu produire cet ouvrage-là, ce chapitre-là, pardon, qui est au sein de l'ouvrage. Et je pense que c'est un chapitre qui a été important pour nous aussi de produire parce que d'une part, il permet de donner une existence aussi, je dirais, sous un format plus académique, justement, ou enfin le format écrit, donc une existence à l'Observatoire de l'action communautaire autonome et en fait aux premiers travaux qui a occupé cet observatoire, à savoir de comprendre l'impact qu'aura eu la pandémie, la COVID-19, sur les organismes justement d'action communautaire autonome. Donc, ça a été un travail d'1 an et demi pour l'Observatoire. Donc, ça a été une première phase de mise en place, en fait, hein, parce que tout était nouveau. Donc, nous étions toutes nouvelles aussi au comité d'encadrement et donc de mettre en place un premier devis de recherche, une première conduite de collecte de données à travers, en plus, effectivement, le fait que, bon, on n'était pas complètement sortis de cette pandémie-là non plus. Et c'est un peu ce qu'on rapporte dans le chapitre. D'ailleurs, le chapitre a été publié avant qu'on ait vraiment terminé l'analyse de nos données. Donc, le chapitre, en fait, offre quelques pistes de résultats préliminaires, mais est surtout, dans le fond, pour présenter le travail de l'Observatoire et rendre compte de cette façon aussi un peu innovante, si on veut, de faire de la recherche à partir d'un observatoire qui est mis en place, qui est porté et qui est piloté principalement par et pour les organismes du terrain. Donc, ça, c'était très, très nourrissant de ce côté-là. Ça a été beaucoup de travail. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que oui, on a quand même, l'Observatoire a fini d'analyser les données de cette première phase de recherche. Donc, c'est ce que Julie vient de mettre en ligne, là. Tous les résultats, les rapports sont là, sont consultables. Et je pense que tout le monde, et c'est jusqu'à maintenant, a l'air d'être d'accord pour dire à quel point là, il y a vraiment une richesse dans tous ces rapports-là. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'au-delà de ce premier travail, de ce premier grande entreprise de recherche qu'a fait l'Observatoire, bien, il poursuit sa trajectoire, l'Observatoire, et donc amorce à nouveau des travaux qui, cette fois-ci, vont porter autour de l'autonomie. Donc, l'autonomie des groupes. Et donc, c'est ça qui est amorcé. Donc, j'espère que je vous ai donné juste assez l'envie d'aller lire le petit chapitre donc, qui porte sur la naissance, en fait, de l'Observatoire et ses premiers travaux. L'envie aussi d'aller lire donc, les cahiers de recherche et de suivre la suite parce que je pense qu'on aura aussi beaucoup d'autres choses à vous partager. Merci. Merci beaucoup, Annie. Alors, je vais laisser la parole sans plus tarder ici à Caroline Grimard, qui, je crois, est dans la salle. Oui, je suis en personne ici à Sherbrooke. Je monte le micro. Bonjour tout le monde, Caroline Grimard, professeure en travail social à l'Université de Montréal et accessoirement co-directrice de la collection Problèmes sociaux et intervention sociale au PUC. Je vous dis un petit mot, quelques lignes sur le milieu de l'édition. Des livres sur la pandémie, il y en a eu beaucoup, vous le savez certainement. Il y a eu de tout, hein, sur le virus, sur le télétravail, sur la santé mentale, la manière dont ça nous a impacté. Puis j'en ai même trouvé sur la transformation de la publication hein, dans le milieu de l'édition. Donc, la pandémie, c'est quelque chose qu'on est, je pense, encore en train de digérer, à la fois comme des personnes humaines, citoyennes et des professionnels.
Réfléchir à la pandémie, ça se fait, on le voit de plusieurs façons. On a vu des photos qui sont prises, qui servent à la mémoire collective de cet événement, je pense, qui, on n'arrêtera pas de le dire à quel point ça a été marquant. On est encore dans la digestion, mais il y en a qui ont été rapides, hein? Qui ont été rapides pour pouvoir mettre en mots, pouvoir rassembler aussi certains récits, certaines expériences, puis qui, on l'espère, vont aller plus loin que juste, justement, hein, cette idée d'un descriptif puis d'une photo d'un moment. Puis je pense que c'est la beauté de ce livre-là, puis c'est certainement ce qui nous a séduit, nous, à la collection à Problèmes sociaux, intervention sociale, c'était l'idée de, certes, un devoir de mémoire collective. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous en intervention sociale au regard de la pandémie, mais aussi qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? C'est, bon, hein, je ne vous révèle pas les punchs là, parce qu'ils vont être révélés au fur et à mesure un petit peu plus tard, là, mais c'est justement pas un livre qui est simplement descriptif, mais qui fait une montée en généralité puis qui nous permet de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant suite à la pandémie. Il y a des éléments qui sont à la fois macro-sociaux, hein, qui reprennent une analyse des politiques sociales puis qui nous permettent justement de montrer les écueils de notre système de santé, pour ne nommer que celui-là, puis un peu du renforcement des communautés qui n'a pas tout à fait été au rendez-vous de la part du gouvernement. Et puis, justement, hein, dans le livre, ça part du macro-social à une analyse méso-sociale des municipalités et tout, puis ça termine avec des exemples hyper concrets, des pratiques innovantes, des modèles de résilience qui ont été mis en place par des organismes communautaires. Puis que ce soit dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou encore dans le quartier Hochelaga à Maisonneuve, ce qui est beau de ce livre-là, c'est que ce sont des expériences dont tout le monde, je pense, vont pouvoir tirer. C'est OK, il s'est passé ça dans cette région-là à ce moment-là, certes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça peut certainement nous servir, nous aussi, dans notre organisme qui est à 500 km de là, mais ça permet de réfléchir. Hein. Donc, je pensais au chapitre 7 là, sur la sécurité alimentaire dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est présentement un enjeu que toutes les régions au Québec vivent et toutes les personnes vivent aussi. Donc, forcément, l'intervention aussi, elle est mobilisée autour de ces enjeux-là. Donc, des super belles leçons, des matières à réflexion, autant pour les praticiens et praticiennes que pour nos étudiantes et étudiants. Ça aussi, c'est précieux d'avoir un manuel, un livre qui aussi peut devenir parfois un manuel de classe. Donc, voilà, on était super contents de recevoir le projet. On est encore plus contents de le voir publié. Merci. Merci beaucoup, Caroline. On vient d'économiser 2 minutes, alors merci déjà. De respecter les petites consignes. Alors, sans plus tarder, je vais donner aussi la parole à Mme Viviane Labrie, qui est militante et chercheure communautaire, et je crois qu'elle n'a pas besoin de présentation. Alors, Viviane, la parole est à vous. Alors, écoutez, je vous dis d'emblée, je suis un peu impressionnée d'être là aujourd'hui. Ça m'est arrivé assez souvent de faire des travaux de recherche, mais tout d'un coup, d'avoir à lire, d'être invitée à préparer une préface, c'était un peu du nouveau dans ma vie. Et puis, je suis un peu... enfin, j'ai eu un grand plaisir à lire cet ouvrage-là. Je voudrais appuyer, moi aussi, sur l'importance d'avoir eu la présence d'esprit de capter l'état des lieux dans le moment de la pandémie. C'est un effort de faire ça, mais c'est un effort qui donne du résultat. Et je vais être très contente d'entendre tout ce qui va se dire aujourd'hui sur comment on l'aperçoit maintenant, là, quelques mois plus tard. Et on est encore dans la pandémie, ceci étant dit. Ce qui m'est venu aussi en lisant l'ouvrage, à mesure que je lisais l'ouvrage, ça me ramenait tout le temps à, en fait, notre société pendant la pandémie, elle a fonctionné à différents niveaux. Puis là, on voyait ce qui se passait dans le bas de l'échelle. C'est ce qui m'a vraiment beaucoup frappée. Et puis, ça m'a rappelé l'image qui était venue il y a déjà un grand bout de temps, en 2003, à des personnes qui vivaient la pauvreté et d'autres qui travaillaient ensemble pour comprendre un peu notre société, puis qui ont dit notre société, c'est comme un système d'escalateur avec un escalier roulant qui monte, puis un escalier roulant qui descend. Et les gens avaient dit à des députés à l'Assemblée nationale, au lieu de vous acharner à nous faire monter des escaliers qui descendent, occupez-vous donc des escaliers. Ben là, je pense qu'en lisant le livre, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est toutes les stratégies de débrouillardise
pour fonctionner dans le bas des escaliers, où la vie était devenue vraiment beaucoup plus difficile, avec effectivement toute la créativité, l'inventivité qu'il y avait là-dedans. Et puis, ça m'a rappelé on a à poursuivre ce travail de long terme, de s'occuper des escaliers. Alors, une des demandes qui m'était faite aujourd'hui, c'est comment ce volume vient aider à comprendre les défis de l'intervention sociale pour affronter éventuellement d'autres crises macro-sociologiques, tout en montrant comment les groupes ont travaillé en temps de crise. Ça rappelle l'importance de la mission des organismes communautaires, de l'action communautaire, de travailler à s'assurer qu'on ait des règles du jeu justes dans notre société, des règles qui réduisent les inégalités, puis éventuellement qui nous font sortir des escaliers. Alors, c'est peut-être le point qui me venait aujourd'hui d'amener ça, et il me semble que ça se confirme de toutes sortes de façons dans l'ouvrage. Et puis, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Peut-être pour terminer, je vous montrerai à quoi aurait semblé, dans une recherche qui est un peu faite en même temps par le regroupement des ressources alternatives en santé mentale, si j'ai quelques instants, ce que des personnes qui vivent la pauvreté ont dit dans la première année de la pandémie. Alors, je vais aller très rapidement et puis, je vous remercie de cette belle invitation. Alors, je poursuis. Je vais partager mon écran quelques instants. J'arrive ici. C'est une des questions qui a été posée à 45 personnes, c'est quel serait un espoir pour vous pour l'avenir avec la pandémie? Alors, pouvoir reprendre une vie normale, retourner sur le marché du travail pour les personnes qui avaient perdu leur emploi, devenir fort et être ensemble. Si les gens s'entraident encore plus face à la pandémie, ce sera bien. On espérait que ça se termine bientôt. On espérait à ce moment-là un vaccin, une meilleure façon de vivre ensemble, la vie normale, des prises de conscience, plus d'équité, penser plus à la santé mentale. Et il y avait une question qui est tout à fait... Et la solidarité. Et il y avait une question à cette occasion-là qui me frappe parce que c'est vraiment la mission des groupes communautaires et de l'action communautaire de travail dans ce sens-là. Qu'est-ce qui devrait croître ou décroître pour bien vivre ensemble à l'avenir? Qu'est-ce qui ne devrait pas croître davantage puis qui ne devrait pas décroître davantage? Alors, voici quelques exemples des réponses recueillies des gens. L'environnement, l'entraide. La question des changements climatiques, il faut que notre attention croisse là-dessus. C'était surprenant pour des gens qui étaient dans un contexte où on s'occupait surtout d'une maladie puis de ce qu'elle faisait dans notre société. Moins de consommation, moins d'égoïsme. Alors, pas moins de solidarité, d'amour, de souci des autres, de connexion humaine, de soins de santé, pas plus de méfiance, d'ignorance, de racisme, pas de prix de loyer plus élevé, pas plus de peur, d'injustice, d'isolement. Et là, si je vous montre le dernier diapo, vous allez voir, il y en a eu des choses qui se sont dites. Il y a du travail pour l'action communautaire dans le bas d'échelle. Voilà. Et merci à vous d'avoir fait cet ouvrage qui se fait le témoin de ce qu'on peut faire quand on se met à vouloir bouger avec une action qui est concertée, attentive et puis consciente des règles du jeu. Merci beaucoup, Viviane. C'était très résonnant et parlant ces quelques mots présentés. Alors, sur ce, j'enchaîne tout de suite avec M. Pierre-Paul Malenfant, qui est président de l'Ordre des travailleurs, travailleuses sociales et thérapeutes conjugaux familiaux au Québec. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Un grand merci de m'avoir donné l'honneur de présenter une préface à cet impressionnant volume. Je dois dire que j'ai été impliqué, moi, pendant 25 ans dans le domaine de la sécurité civile, particulièrement au volet psychosocial. J'ai été coordonnateur régional pour le réseau de la santé et j'ai été conseiller et formateur national au volet psychosocial en sécurité civile. Il faut dire que la pandémie, ça a été un sinistre pas comme les autres. De par son ampleur, de par les impacts que ça a occasionné, ça a créé vraiment des perturbations majeures dans chacune de nos vies personnelles, mais également dans le tissu social, dans les organisations communautaires, dans le réseau, un peu partout.
il y a quand même un point commun de ce côté-là, c'est qu'il a fallu s'adapter et adopter un mode de fonctionnement complètement différent. Je ne vous cacherai pas, moi, que ça a été ma surprise parce que, ayant été longtemps en sécurité civile dans le réseau de la santé et des services sociaux, lorsque je suis retourné, parce que j'avais sorti pour ma retraite et finalement, je suis retourné parce qu'on m'a demandé de donner un coup de main dans le réseau. Et en arrivant, j'ai demandé, oui, quel est le plan du ministère? Il est où le plan? Et on me dit, il n'y a pas de plan. Il faut suivre ce que le ministère va nous dire. Alors, j'ai été très étonné parce que entre 2006 et 2009, le réseau de la santé et des services sociaux, tous les secteurs du réseau de la santé et des services sociaux, dont le volet psychosocial, on a préparé des plans de lutte à la pandémie. On s'attendait qu'un virus arriverait à un moment donné et qu'il fallait être prêt. On a fait des exercices, on a fait des formations, on a établi des procédures, on a fait tout plein de choses. Et à un moment donné, quand il est arrivé H1N1 en 2009, ben c'est ça qu'on a appliqué. Et donc, quand moi, je suis retourné dans le réseau avec la COVID pour constater, ben non, mais c'est pas... On n'utilise pas le plan de 2006, il n'a pas été mis à jour. Pourquoi on n'a pas ce modèle-là? Et c'est dernièrement que j'ai appris que finalement, c'est une firme internationale, McKinsey, qui donnait les directives au gouvernement sur comment gérer la pandémie. Alors, j'ai trouvé ça très décevant, mais en même temps, ça a permis de comprendre. Moi, il y a une expérience que j'ai eue dans ma région pendant la pandémie, il y avait des groupes d'arrimage communautaire. À l'initiative des organismes communautaires, des clubs sociaux, même des députés ont été impliqués, des gens du réseau de la santé, à tous les jours se réunissaient dans chacun des territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent et regardaient les problèmes qui étaient vécus sur le terrain et d'y apporter. Et là, on a vu là, je dirais, une démocratie participative en dehors des réseaux habituels. Et ça a été très inspirant pour moi de voir ça. Ça m'a étonné, enfin, comme je vous disais, de voir que, dans le plan de 2006-2009 de lutte contre la pandémie, il y avait toute une section sur le travail à faire avec les organismes communautaires. Et je ne crois pas que dans la pandémie dans laquelle on est encore, je ne crois pas là, que le gouvernement a pris suffisamment en considération l'apport, l'initiative, la capacité du milieu communautaire. Et dans le livre, vous en faites vraiment part de cette réalité-là, de cette créativité-là qui a émergé du terrain. Et je vous félicite toutes les personnes qui ont contribué à ce livre-là. C'est vraiment très riche pour le milieu communautaire, pour la société québécoise. Maintenant, j'ai des craintes. J'ai un peu peur que le volet psychosocial qui a fait ses preuves, vous savez, lors du déluge du Saguenay, quand il y a eu le grand verglas, quand il y a eu des inondations un peu partout au Québec, le volet psychosocial du réseau de la santé et des services sociaux était toujours à l'avant-plan. Il y a une expertise qui a été là. Moi, j'ai formé des centaines de personnes au Québec. J'ai accompagné, entre autres, les gens à Lac-Mégantic dans la mise en place. J'ai été impliqué à l'Île Verte pendant 8 mois. Alors, j'ai un peu crainte qu'on voit un peu édulcorer le volet psychosocial. Puis je regarde les débats qu'il y a eu dernièrement sur toute la question du soutien aux personnes qui sont aux prises avec les impacts de la pandémie, de constater qu'on parle beaucoup de soutien psychologique alors que tout le monde on fait autour de nous autres, on fait du soutien psychologique sans être des psychothérapeutes. Alors, j'ai un peu crainte de voir que ce volet-là, qui a été atténué pendant la pandémie, ne puisse pas se relever correctement. Mais de voir la force du réseau communautaire, ça me donne espoir pour l'avenir. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Melançon. C'est un sujet qui va peut-être être un enjeu à discussion un peu plus tard. Alors, j'enchaîne avec les personnes qui ont contribué, donc les auteurs et les autrices qui ont contribué à cet ouvrage. Alors, c'est Christian Jeté qui va ouvrir cette deuxième ronde de présentation. Christian est professeur à l'École de travail social à l'Université de Montréal. Il est co-auteur d'un chapitre avec Alexandra Paré-Tremblay et le chapitre se nomme « Incidence de la COVID-19 sur l'organisme communautaire plein milieu à Montréal ». Alors, Christian, top chrono, 5 minutes.
D'accord, on va essayer de respecter ça. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis content qu'on me donne quelques minutes là, pour parler de cette recherche-là parce que de l'organisme communautaire Plein Milieu, hein, sur lequel j'ai fait une recherche, parce que non seulement j'ai fait une recherche sur cet organisme-là, mais je suis administrateur depuis plusieurs années. J'étais là à l'assemblée de fondation de l'organisme dans les années 90. Alors, pour moi, d'écrire un chapitre sur cet organisme-là, c'était comme une promesse que j'avais faite depuis longtemps à l'organisme. Et ben voilà, c'est maintenant mission accomplie à cet égard-là. Plein Milieu, c'est un organisme qui est à Montréal, c'est un organisme communautaire qui intervient auprès des jeunes dans 3 écoles secondaires, qui intervient aussi auprès des jeunes de la rue et puis des personnes en situation d'itinérance et puis des personnes utilisatrices de drogue par injection et inhalation. Le chapitre que j'ai écrit, pour moi, ce que je trouvais important, c'était de raconter l'histoire de l'organisme puis des intervenantes, de ce qui s'est passé durant la COVID, parce que je trouvais que c'était finalement très révélateur des rapports que les organismes communautaires, de ce qu'ils peuvent faire dans la société, puis des rapports qu'ils ont entretenus, notamment avec l'État québécois au cours des dernières années. Dans un premier temps, évidemment, quand la COVID est arrivée, ça a été le choc, la stupeur, l'étonnement, l'impuissance, l'anxiété. Et quand je lisais d'autres chapitres du livre, je voyais que ça avait été un peu le même processus dans plusieurs organismes. Avec le confinement, évidemment, c'était un problème pour des intervenantes là, pour qui la création et le maintien du lien social était au cœur de l'intervention. Finalement, on leur enlevait même l'objet de leur intervention. Mais ça n'a pas été long qu'on s'est mis en mode alerte et puis gestion de crise. On a réorganisé les services, on a fait de la recherche d'équipements de protection individuelle, on a mis en place des protocoles sanitaires. Et puis, le mot adaptation, c'est comme ailleurs, c'est devenu le mot-clé pour assurer la mission des services essentiels là, qui incombait désormais à l'organisme et que le gouvernement avait donné à Plein Milieu et à d'autres organismes communautaires. Mais au bout du compte, là, il y a quand même eu peu de ressources à l'externe pour venir soutenir l'équipe, que ce soit de la part du CIUS et de la santé publique. Et on pourrait dire un peu comme le disait la CSN à l'époque, ne comptons que sur nos propres moyens. Et c'est ce que l'organisme a dû faire. Hein. Au final, là, c'est plutôt l'aide et l'entraide à l'interne, puis avec les travailleuses des autres organismes communautaires du quartier, hein, qui ont permis de tenir le coup des intervenantes, puis de se réorganiser pour faire face à la détresse à la fois sociale hein, puis psychologique des personnes et puis de la communauté avec lesquelles elles intervenaient. Même si, au final, en tout cas pendant une bonne période, on a dû focusser plus sur les besoins de base plutôt que sur l'accompagnement et puis, je dirais, la présence et le lien social, ce qui était, je dirais, le type d'intervention principale là, de Plein Milieu. Mais la pandémie a quand même eu un effet paradoxal, là, je dirais, sur l'organisme au final. D'une part, les intervenants nous ont dit qu'ils ont vécu du mépris, de l'iniquité, des iniquités, puis aussi finalement un manque de reconnaissance là, générale. Mais d'autre part aussi, elles ont parlé de renforcement des solidarités à l'interne, d'une intensification de la concertation et puis du réseautage avec les autres organismes communautaires. Finalement, elles ont parlé qu'il y avait eu de l'empowerment qui s'était fait hein, durant cette période-là. Mais à cet égard-là, je vais terminer un peu avec ça. Je ne sais pas comment il me reste de temps. 1 minute 10. Juste pour élargir un petit peu, finalement, les organismes communautaires, pour moi, je trouve le plus important, c'est qu'ils font les choses différemment que le secteur public et que le secteur privé. Hein. C'est une véritable pépinière d'innovation sociale, les organismes communautaires. Mais pour assurer leur pérennité, là, il faut qu'il y ait, je dirais, non seulement une consolidation, mais une augmentation de leur financement hein, et surtout de financement à la mission globale. Parce que quand je disais tantôt qu'elles ont vécu de l'iniquité, c'est quand elles regardaient les primes qui étaient données à des employés du secteur public, les gens, les intervenants du secteur communautaire nous disent « Oui, mais pourquoi nous, hein, on n'y a pas accès alors qu'on fait le même travail que les autres, puis on intervient auprès des populations vulnérables? » Et surtout à ce moment-ci, je sais qu'après moi, je pense que Yannick va en dire un mot, mais je pense que ça vaut la peine de planter le clou à cet égard-là.
En contexte de pénurie de main-d'œuvre, l'amélioration des conditions de travail et notamment des conditions salariales des travailleuses dans le milieu communautaire, c'est extrêmement important parce qu'il y a un roulement de personnel important dans les organismes communautaires à l'heure actuelle. C'est énergivore pour les directions et les coordinations. C'est problématique surtout pour le maintien de la continuité du lien social avec les personnes avec lesquelles on intervient. Hein. Et je vais terminer avec ça. Dans un contexte où on va devoir faire face, je dirais, aux effets délétères des changements climatiques, les organismes communautaires vont être les premiers à intervenir auprès des populations vulnérables et c'est d'autant plus important de leur donner les moyens de le faire. Voilà, merci. Merci, Christian. Très pertinent, en effet, à se rappeler. J'imagine que ça va être aussi des enjeux là, à mettre sur la table dans la discussion. Alors, ton collègue Yannick Noiseux, qui est professeur de sociologie à l'Université de Montréal et co-auteur avec Mylène Fauvel du chapitre « Quand l'intervention gouvernementale d'urgence réactualise la dynamique de précarisation des conditions de travail dans le mouvement communautaire autonome », qui va nous présenter ce chapitre donc pendant 5 minutes. Donc, Yannick, je ne te vois pas, mais je te laisse la parole. Oui. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Aussi, je vais remercier le CRIS de nous donner l'occasion de présenter rapidement nos travaux. Déjà, il y a plein de choses qui ont été dites. Je partage avec M. Malenfant ses craintes et puis aussi, je dirais, le côté intéressant, pas de notre chapitre, mais des initiatives qui sont déployées dans le livre et qui montrent justement la capacité d'innovation des groupes. Nous, ce qu'on a fait, on est à un niveau un peu plus macro, je dirais, on s'intéressait à l'intervention gouvernementale pendant la pandémie. Et puis, dans le fond, Christian a vendu mes punchs dans une certaine mesure. Les constats qu'il fait là, sur la dégradation des conditions de travail, tout ça, c'est un peu ce qu'on a documenté. Peut-être rappeler, je vous ai mis un lien dans la discussion. C'est intéressant. La pandémie est arrivée au moment où on venait de terminer un rapport avec Mylène Fauvel et Léa Cogé en collaboration avec le RQAK, la FAF-MRQ, le CSMO-ESAC et puis au bas de l'échelle, sur les conditions de travail et aussi les pratiques de gestion dans ce secteur communautaire. Donc, dans ce rapport-là, l'idée, c'était évidemment de parler de tout ça en contexte de sous-financement, mais de montrer aussi quand même comment les pratiques de l'État, en grugeant sur l'économie, sur l'autonomie des groupes, contribuaient parfois aussi à instaurer des pratiques de gestion qui pouvaient être assimilables parfois à la nouvelle gestion publique, etc. Pas partout, etc. Mais c'était aussi cette idée-là. Donc, quand la pandémie est arrivée, c'est assez clair qu'il y avait un intérêt là, pour poursuivre les travaux. Cette fois-ci, encore en collaboration avec le RQAK, encore avec Mylène Fauvel, qui a largement porté ce projet. Donc, aujourd'hui, elle est doctorante, elle est en retraite d'écriture, donc c'est moi qui y vais au bat, mais je voudrais quand même souligner là, que pas l'essentiel, mais une grosse partie du travail a été accomplie par Mylène Fauvel. Donc, le deuxième projet était en collaboration avec la Table nationale des corporations de développement communautaire, mieux connue sur la TNCDC, le RQAK et l'Observatoire de l'action communautaire autonome qui avait été mis sur pied à ce moment-là. Les objectifs, cette fois-ci, c'était de prendre les mesures de la répercussion de la pandémie sur les conditions de travail qu'on savait déjà précarisées, amoindries, surchargées. Mettez-le, je ne vais pas, vous savez tout ça, là. D'une part, ça, je ne vous en parlerai pas trop aujourd'hui, ça va apparaître dans notre rapport, on est encore analysé, il y a mais c'est aussi de s'intéresser aux modalités d'intervention gouvernementale en temps de crise, eu égard notamment au secteur communautaire. Donc, je passe là sur la métaux, on a fait une revue de presse, on écoutait assidûment ce qu'on appelait à l'époque les messes à Legault. Donc, quand vous rappelez les fameuses tous les jours à 13h, on se rend compte finalement que c'était scripté par McKinsey, mais bon, je ne rentrais pas là-dedans. On a interrogé des dirigeants d'organismes communautaires, des travailleurs, tant des permanents que des temporaires, que des contractuels. C'était important pour nous de ne pas juste s'intéresser au cœur des permanents, parce que justement, un des constats de la première recherche, c'était cette multiplication des statuts qui portait préjudice à l'ensemble des travailleurs, travailleuses du communautaire et aussi des bénévoles qu'on pourrait assimiler. Donc,
l'essentiel du chapitre est divisé. D'abord, on a fait une chronologie de l'action gouvernementale pendant la pandémie, surtout la première et la deuxième vague. Je ne reviendrai pas là-dessus ici. Je vous invite à regarder et consulter le chapitre. Et surtout, c'était de faire un certain nombre, une analyse des modalités de l'intervention de l'État pendant la crise. Et donc, par la force des choses, une analyse des relations, je dirais, tendues et équivoques entre l'État et les mouvements communautaires, souvent autour des enjeux de préservation d'espace d'autonomie et de marge de manœuvre que les organismes estiment essentiels à l'accomplissement de leur mission, dans un contexte de sous-financement chronique, je l'ai déjà dit, et puis aussi dans un contexte de la prolifération des financements par projet, des ententes de services qui font en sorte souvent d'affecter, de limiter l'autonomie des groupes. On n'a pas inventé ça. Les travaux d'Éric Parazelli, par exemple, ont déjà dit ça depuis 20 ans au moins. Donc, voilà. Donc, je terminerai aujourd'hui avec 4 constats. Oui, on est déjà là dans les 30 secondes qui me restent. Donc, 4 constats. D'abord, la reconnaissance symbolique et éphémère du travail essentiel et de reproduction sociale des travailleuses communautaires. Donc, la dissonance entre les anges gardiens, etc., et la faiblesse des mesures qui sont affectées. En soi, on a même fait on a pointé des financements qui étaient spécifiquement, on leur disait que ça ne devait pas servir à améliorer les conditions de travail. C'était vraiment dans un esprit de livraison de services. Deuxième constat, le recours au travail gratuit des bénévoles et des travailleuses. C'était quand même assez fascinant de voir que le secteur communautaire, ce n'était pas des primes, c'était appel au bénévolat, venez avec un vocabulaire, une rhétorique de la vocation. On ne nommait pas spécifiquement les femmes, mais c'était tout comme. Et un peu comme si tout le monde pouvait faire ce job-là, qu'il n'y avait pas de compétences nécessaires à y avoir. Venez, voilà. Bon. Encore une fois, ça réifie des logiques antérieures. Troisième constat, plutôt que viser l'embauche de travailleurs permanents et décemment rémunérés, l'intervention gouvernementale durant la pandémie s'est largement appuyée sur des mesures d'activation de la main-d'œuvre et donc qui contribuent à la prolifération des statuts et à la précarisation des conditions de travail. Rappelez-vous, Emploi d'été Canada, oui, Charity, ça n'avait pas été mis en place, mais quand même, on ciblait le communautaire en disant, mais finalement, c'est des emplois à rabais, pas très chers, au bas de l'échelle, tremplin, sans compétences. Donc, encore une fois, on réifiait ça. Et puis, peut-être, dernier truc, si tu me donnes 10 secondes, c'est juste pour dire aussi que je pense que la pandémie a bien montré comment le système public aussi était mis à mal au bout du rouleau. Et donc, un déversement vers le communautaire. Et puis, quand on est au bout du processus, au bout de la chaîne, oui, il y a la vocation qui fait qu'on veut toujours en faire plus, mais il y a aussi la réalité concrète. Quand on est la dernière personne dans le maillon du système social et puis du filet social, puis que quelqu'un vient nous voir, puis si on sait qu'on dit non, c'est fini, ils sont au bout, on n'a pas le choix de continuer. Et donc, ça aussi, mais tout ça, évidemment, ça a entraîné des vagues d'épuisement professionnel, de surcharge et tout ça. Donc, voilà, désolé, j'ai dépassé un peu. C'est l'essentiel. Je vous invite à lire le chapitre. Merci. Merci Yannick pour cette présentation. Alors, je continue rapidement, puis après, on va avoir du temps d'échange, mais je ne veux pas trop m'attarder pour commenter les présentations. Alors, il y a Denise Côté qui va nous amener ailleurs, parce qu'on sait qu'avec la pandémie, on a été tous et toutes connectés ou interconnectés d'une certaine façon. Alors, Denise. Merci. Bon, je m'excuse. Je ne sais pas si c'est parce que je suis très solidaire, mais je suis à la maison avec la COVID. Donc, bon, bref, d'où ma voix, là, puis d'où la toux éventuellement. Là. Mais heureusement, je ne contamine personne. Cela dit, en fait, je vais remercier le CRISE, mais je vais aussi surtout remercier les co-directeurs, directrices de l'ouvrage de m'avoir invité à cette belle expérience parce que j'avoue que puisque le livre est plutôt porté sur le Québec, le thème central étant celui-là, j'aurais peut-être pas, je me serais peut-être pas aventurée. Mais là, bon, moi, ça fait longtemps que je travaille sur la question des groupes communautaires
au Québec, plus d'années de décennies que je n'ose avouer. Mais depuis plusieurs d'entre elles, de ces décennies, je travaille avec les groupes féministes haïtiens. Sabine Lamour, ma co-auteure, que je remercie, a fait un terrain financé par le CECI, il faut le dire, l'année dernière. Et c'est à partir de ce terrain-là que j'ai rédigé avec elle, pour un public québécois, ce chapitre-là. Et finalement, ce qui résonne, mais j'y reviendrai après une introduction plus générale, ce qui résonne, c'est beaucoup ce que Yannick et ce qu'on vient de dire, là, c'est à peu près la même chose qui se passe dans les associations. On les appelle des associations, mais en fait, ce sont des groupes communautaires ou des groupes féministes. Et ça m'a fait, en fait, j'ai beaucoup pensé, j'ai toujours admiré beaucoup Haïti, entre autres au niveau justement de ce que Viviane nommait, c'est la débrouillardise des gens au bas de l'escalier, parce qu'on sait que l'escalier est plus bas, les marches, il y en a encore plus vers le bas en Haïti. Et cette débrouillardise-là est à toute épreuve, mais les mêmes situations décrites, comme je disais, par Christian et Yannick se retrouvent, l'appui sur le bénévolat. Bon, bref, tout ça, là, ça se retrouve, mais de façon un peu différente. Ça m'a fait plaisir de présenter ce chapitre-là parce que on s'est beaucoup concentré, puis d'ailleurs, c'est disons, une petite caractéristique du Québec, là, d'être concentré sur soi-même, sur l'Amérique du Nord, parfois sur la France, mais finalement, sur l'extérieur ou sur les États-Unis parfois, mais l'extérieur, dans notre quotidien, est peu présent. Et la COVID, à l'extérieur de ce qu'on appelle le monde occidental, était très peu présent pendant cette expérience-là. Bon, c'est sûr que les effets, puis le chapitre peut-être met en valeur qu'il y a eu des effets importants, mais très variables en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord, mais en particulier dans les pays du Sud économique. C'était un petit peu la couleur que je pensais que ce chapitre-là pourrait donner au recueil. Il ne faut pas oublier que dans des pays du Sud, très souvent, pas toujours, mais Haïti, c'est le cas. Haïti, c'est un laboratoire du néolibéralisme, là. Tout est privé, pas de système. Ben, il y a un système de santé publique, mais extrêmement défaillant. Il n'y a pas d'assurance santé, il n'y a pas d'assurance médicaments, il faut payer pas mal tout. Il y a les infrastructures de santé sont affreuses, les infrastructures sociales quasi inexistantes, mais bon, bref, assurées par des associations où le bénévolat est encore comment je dirais, la ressource humaine la plus utilisée. Il y a pas, bon, pour la COVID plus spécifiquement, il ne faut pas oublier qu'il y avait pas l'accès limité au vaccin. Il ne faut pas oublier que nous, on a un rôle, là, même si on critique de l'intérieur, puis c'est avec raison, là, mais il ne faut pas oublier que l'accès aux vaccins anti-COVID a été extrêmement limité pour les pays du Sud économique, entre autres. Puis il y a aussi une méfiance envers les vaccins qui sont généralisés. Ne pas oublier qu'en Haïti, il y a nombreux tests qui ont été faits, toutes sortes de choses par les compagnies pharmaceutiques du Nord. C'est une population en majorité noire, donc c'est la même chose qu'on retrouve aussi aux États-Unis. Il y a beaucoup de méfiance envers les vaccins parce que les gens ont servi de cobayes, quoi. Bon, à part ça, on ne sait pas finalement quels sont. Puis c'est ça que je voulais remettre dans un contexte, là. C'est comme ça que ce chapitre-là a été rédigé. Il n'y a pas de statistiques sur la présence de la COVID. Ici, les statistiques, on se rappelle, c'était des statistiques d'hospitalisation finalement, mais là-bas, ils n'ont pas ça. Puis il n'y avait pas toujours des tests, hein, vraiment pas. L'accès aux tests est extrêmement limité. On ne sait pas
Donc, quels ont été les effets de la COVID? Ces effets n'ont pas été recensés. Il y a des théories qui disent qu'ils ont été moins importants là, comme en Afrique subsaharienne. C'est possible. Les gens parlaient là-bas de fièvre, mais il y a d'autres fièvres. Il y a le palu, il y a la malaria, il y a le dengue, il y a toutes sortes d'autres fièvres qui circulent. Par contre, il y a des théories qui disent peut-être parce que les gens sont ont souvent attrapé ces autres fièvres-là. Peut-être que la COVID est moins importante, peut-être parce que leur population est beaucoup moins âgée que la nôtre, aussi est beaucoup plus jeune. C'est certain qu'il y avait beaucoup, beaucoup moins d'intérêt. Il y a 1 an et demi, là, je voyais le carnaval de Jacmel, tout le monde était dans les rues, pas de masque, rien, etc. Bon, Denise, oui. je suis désolée, je vais devoir te demander de conclure, s'il te plaît. Oui, OK. J'avais pas vu, j'étais en train de... OK. Mais là, je m'excuse de ne pas avoir vu ton signal. Mais en fait, pour conclure, les effets sur les organisations de femmes ont été semblables ici, avec conjugué aux restrictions dues à la COVID. Il y a la situation, c'est ce que j'ai essayé de démontrer, il y a la situation sécuritaire, politique, économique qui sont catastrophiques en Haïti depuis 2018, liées au sous-développement chronique. Donc, c'est difficile à dire si c'est cette situation-là, le sous-développement ou la COVID qui a le plus affecté, mais c'est sûr que la conjugaison des trois a été terrible. Isabelle, je m'en excuse. Je ne te voyais pas sur Zoom. Merci, Denise. Ce n'est pas tout à évident. Alors, j'en profite, j'ai omis ta présentation, donc professeur au département de travail social de l'UQO. Donc, je vous invite à lire son chapitre qui s'appelle « Double crise haïtienne, intervention des groupes féministes ». Alors, je poursuis avec d'autres collègues qui ont aussi co-signé. Alors, nous sommes rendus à Daniel Maltais, qui est accompagné de Jacques Cahouette, de José Grenier et de Roxane Fay, co-directeur et directrice de l'ouvrage. Merci beaucoup. Je vais commencer, puis après ça, je ne parlerai pas 5 minutes. Là. Dans le fond, ce livre-là, dans le fond, on a eu cette proposition-là pour faire un projet commun dans l'axe politique et pratique sociale. On s'est dit... oui, mais ça va, là, j'ai fini mon intervention. Quoi? Ouais, excusez. Pardon, désolé. Okay, donc, on a voulu faire cet ouvrage-là pour faire en sorte qu'on s'unisse ensemble et qu'on réfléchisse sur des mêmes problématiques, des mêmes situations. Puis ce livre-là aussi, c'est la parole à 29 auteurs, 29 personnes qui ont écrit dans ce livre-là. C'est 29 personnes aussi qui ont revisé des chapitres des autres, etc. Donc, c'est vraiment un travail collectif. Ce n'est pas seulement la direction, les 4 directeurs de l'ouvrage qui ont travaillé fort, mais c'est aussi l'occasion de donner la parole aux travailleurs sociaux. Parce que moi, ça fait 25 ans que je travaille sur les conséquences des catastrophes, puis j'essaie de documenter l'intervention psychosociale qui se fait lors de catastrophes. Et on oublie souvent que les premiers appelés, dans le fond, en tant qu'intervenants de deuxième ligne, c'est les intervenants sociaux, des CIS et des CIUS, puis des organismes communautaires. Mais dans les médias, ce qu'on invite, c'est les psychologues, de venir parler des conséquences des catastrophes, puis comment ça se passe sur le terrain et tout ça. Mais pourtant, c'est nous, pas nous, moi je ne suis pas une travailleuse sociale, là, mais c'est les travailleurs sociaux qui sont sur le terrain puis qui voient qu'est-ce qui se passe et tout ça. Puis je trouve que cette parole-là, elle est présente parce que dans le fond, c'est des intervenants sociaux qui sont dans les organismes communautaires. C'est des intervenants sociaux qui travaillent dans les CIUS. On les a oubliés, on les a quasiment masqués pendant la pandémie, les travailleurs sociaux. On n'en a pas entendu parler d'eux autres, de leur contribution. C'était le personnel médical, c'était les médecins, les infirmières, qui étaient mal pris, mais toute la part des travailleuses sociales lors de la pandémie, on l'a complètement oublié, dans le fond, dans les médias. Puis c'est des acteurs, dans le fond, de second ordre, à vrai dire, dont on est considéré à peu près de second ordre. C'était vraiment donner l'occasion de démontrer, dans le fond, en quoi les intervenants sociaux, les organismes communautaires des institutions publiques ont fait preuve de courage, d'autonomie, d'initiative pendant cette pandémie-là. Donc, c'était pour ça qu'on a eu l'idée de ce livre-là, entre autres. Merci, Daniel. Alors, j'en conclus que c'était toi qui prenais la parole au nom du collectif de personnes qui ont dirigé cet ouvrage. Alors, non, mais donc, je pense que Jacques et José, parfait. On a tout quelque chose à dire. Vous aviez tout un petit mot? Bon, mais parfait. On va rentrer dans 5 minutes encore. Non, tout à fait. Alors, je ne sais pas, Jacques, José, lequel d'entre vous, là? Ce serait Jacques, peut-être, là. Jacques, on t'écoute. Ah, alors vous m'entendez? Oui.
vais être très bref. Là. Alors, suite à ma participation comme auteur là, sur différents chapitres du livre, là, Jacques, parle très fort, OK? On ne t'entend pas. OK, alors là, j'espère que vous m'entendez mieux. Alors, suite à ma participation comme auteur à différents chapitres de ce livre-là, entre autres sur les pratiques de soutien communautaire en logement social et aussi ici en Estrie avec le service d'aide aux Néo-Canadiens. Alors, mais aussi coordonnateur de ce volume-là avec Daniel, José et Roxane. Voici ce que je retiens. Alors, la pandémie a fragilisé notre société. Elle a montré les failles, les dangers, les exclusions et les marginalisations sociales et politiques qui la traversent. Cette pandémie est toute une leçon, mais aura-t-elle été comprise, cette leçon? Cette expérience de crise, tant sociale que sanitaire, va-t-elle engendrer des mouvements citoyens collectifs de solidarité et des pratiques et politiques sociales audacieuses pour contrer l'exclusion et les inégalités en santé? Voilà la question et le défi que nous pose l'intervention sociale d'après-pandémie. En tout cas, et ce, en lien avec la nécessité de la transition socio-écologique, deux espaces me semblent en priorité à considérer. Il y a urgence à revoir nos politiques et pratiques de transport et de logement, car ce sont deux lieux névralgiques d'inclusion et de solidarité sociale. Sur le plan sanitaire et social, il importe de révolutionner ces deux domaines d'action. C'est en accomplissant ce travail que nous pourrons affronter avec succès et réelle solidarité d'autres crises majeures comme celle de la pandémie. Alors, merci bien. Merci, Jacques. Alors, José, est-ce que c'est toi qui prends la parole? Oui, j'ai encore du temps, Isabelle. Vous bénéficiez d'une minute 2 supplémentaire. Merci beaucoup. Petite anecdote, au début de la pandémie, j'ai contacté le FRQ afin de faire un projet, afin de documenter l'apport ou la contribution des intervenants sociaux à la crise. Ça s'appelait Appel à solution, puis en fin de compte, ça n'a pas été retenu, en fait. C'était pas... ça ne rentrait pas dans leur budget. Donc, en fait, je suis très contente, au final, même sans subvention, d'avoir rédigé avec mes collègues, dont Isabelle, qui est avec nous, un chapitre de ce livre-là, parce qu'au final, on n'était pas uniquement dans une crise, je dirais, sanitaire, on était aussi dans une crise sociale. Et c'était aussi ça que je souhaitais documenter et aussi démontrer la contribution des intervenants sociaux, là, peu importe leur allégeance ou en tout cas leur travail, là, que ce soit en milieu institutionnel ou communautaire, la contribution des acteurs, des intervenants sociaux a été peu documentée ou peu mis de l'avant, comme Daniel le mentionnait. Donc, le chapitre visait principalement ça. Puis, j'ai pris plaisir aussi à lire l'ensemble des chapitres et à travailler également avec Daniel, Jacques et Roxane. Il faut le dire, c'est un ouvrage qui est paru en une année. Donc, le travail a été de longue haleine et puis la contribution de tous et chacun là, a été intéressante. Là. Merci. Merci beaucoup, José. Est-ce que Roxane, tu as prévu que Roxane dise un petit mot? Alors, s'il te plaît, Roxane, en une minute maxi. Je conclue très, très rapidement. Je voulais simplement remercier tous les auteurs et autrices pour leur collaboration dans toutes les étapes du projet. Il y a eu beaucoup d'échanges, les corrections, les modifications, tout ça, mais la réponse était toujours là. Et puis, je voulais aussi remercier toutes les intervenantes et autres acteurs qui ont généreusement partagé leur expérience terrain pour nous permettre de prendre le pouls de la situation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci
d'avoir respecté pour la plupart d'entre vous les consignes. C'est jamais simple, je sais, surtout quand on est passionné et qu'on a des choses à dire, à mettre en perspective. Alors, je remercie nos invités d'honneur, M. Pierre-Paul et Mme Viviane, qui ont été avec nous, qui ont si bien mis la table.